Jusqu'à l'appel de Commercy pour la constitution d'assemblées populaires porteuses de la volonté collective, d'une assemblée des assemblées, contre toute confiscation du mouvement, pour le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple de France ne perd rien de sa détermination et reprend à son compte les exigences sociales d'égalité et de solidarité, la défense des services publics, la santé, l'éducation, les transports, la défense des territoires, autant de préoccupations vitales, incompatibles avec l'Union européenne et la politique que Macron, Philippe mettent en musique sur notre territoire lorsqu'ils ne la devancent pas. Le mouvement des Gilets jaunes est ainsi étroitement lié à la question de la souveraineté nationale. L'heure est à la restauration de la République. Les exigences du pays, les intérêts du peuple, la défense des droits sociaux, le combat pour la République sociale passe par le respect de la souveraineté nationale contre toutes les injonctions européennes qui, au compte du capital financier et des banques, demandent de tout liquider. Fort de nos différences, fort de nos expériences, sans renier en rien nos spécificités, nous décidons tous ensemble, simples citoyens, inorganisés ou militants, de faire prévaloir l'intérêt général en nous rassemblant dans un collectif national pour la souveraineté et la justice sociale, dont une des premières tâches sera de soutenir partout où nous le pourrons les efforts de représentation du peuple par le peuple et pour le peuple, les assemblées démocratiques, leur coordination, l'établissement des cahiers de doléances permettant l'établissement des revendications sociales, égalitaires et écologiques. Nous décidons de soumettre cet appel aux signatures dans toute la France pour donner corps au CNSJS, d'ouvrir un site centralisant les contributions, d'œuvrer dans la plus grande transparence et le respect absolu de la démocratie. Je voudrais pour commencer donner le cadre de la réunion que nous avons décidé de convoquer à partir du site La Sociale que nous co-animons, Denis et moi-même. Il s'agit d'une réunion débat, comme nous l'avons annoncé dans l'appel qui a été contresigné par plus de 500 personnes à ce jour. Et une réunion débat, ça veut dire qu'on va éviter la réunion traditionnelle où quelques chefs politiques prennent la parole, disent certainement des choses intéressantes, repartent en étant acclamés, et repartent surtout en se disant que ce sont ceux qui ont le mieux parlé et qui ont eu la vérité juste, puisqu'à l'applaudimètre, ils ont gagné. On va éviter ça. À partir d'une introduction assez brève que nous allons faire, on va proposer que la discussion soit dans la salle. C'est-à-dire qu'on puisse s'écouter les uns les autres, et que s'écoutant les uns les autres, on puisse aboutir, si possible, à un certain nombre de résolutions et de décisions que nous vous proposerons, qui j'espère seront confirmées par les débats. Si elles ne le sont pas, eh bien tout ça ne sera pas adopté, c'est la vie, et puis on verra plus tard, mais qui, de notre point de vue, correspondent à la situation dans laquelle nous sommes et aux nécessités. Alors pour introduire, si vous voulez, je voudrais prendre 2-3 points qui sont issus de l'actualité. Le premier, c'est le cadre politique dans lequel on se trouve. Il est impossible, à notre sens, d'aborder quelque question politique que ce soit en la déconnectant de ce qui se passe dans le pays, et notamment de ce que maintenant nous appelons depuis des semaines le mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement révèle un certain nombre de points qu'il nous faut discuter, car il ne s'agit pas ici de se substituer à qui que ce soit, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se passe pour voir quel type de réponse politique nous pouvons, entre nous, tenter d'apporter. Le premier élément qui, de mon point de vue, se dégage et doit être discuté, c'est la crise incroyable du régime à laquelle nous assistons. Il y a eu l'affaire Benalla, dans laquelle on s'est dit les uns les autres, en fait, c'est la crise au sommet. Et puis, bon, c'est l'affaire du château, comme on dit. Quand ils auront réglé à l'Élysée, les choses continuent et suivent leur cours. Le problème, c'est qu'en haut, il y a eu la crise, et où maintenant la réfraction, elle se fait en bas, avec le mouvement extrêmement puissant, extrêmement assidu des Gilets jaunes. Cette crise, qui est une crise qu'on peut, à mon sens, qualifier de pré-révolutionnaire, est une crise qui atteint tout le pays et qui a été traitée dans l'échec total par le pouvoir de façon assez précise et catégorique. Premier élément, ça a été le silence et le mépris de Macron pendant 2 samedis. Tout le monde se demandait d'ailleurs s'il était toujours là, et personne, ni chez lui, ni au gouvernement, ni dans sa majorité, ne prenait la parole. Et puis, après le silence, ça a été la tentative de pourrissement, avec notamment une œuvre assidue des principaux médias et des chaînes, notamment de télévision continue, qui, largement, ils sont allés sur il y a moins de monde, c'est un échec, dans ailleurs un piège des chiffres qui est absurde pour tout le monde. Car plus vous minimisez ou vous maximisez les chiffres d'un jour à l'autre, plus vous êtes pris au piège le lendemain. Je vous rappelle notamment qu'à la dernière manifestation, il était annoncé 12 000, et puis comme à celle suivante, il y avait 50 000, pour expliquer qu'il n'y avait pas beaucoup plus, ils sont revenus 15 jours après des 12 000 à plus de 35 000, histoire que l'écart soit moindre. Tout cela est absurde, ça n'a pas de sens, c'est nier une réalité sociale et politique qui existe dans le pays. Après la tentative de pourrissement, il y a eu la peur et la violence.
Pour une des toutes premières fois dans notre pays, nous avons vu des policiers avec des armes extrêmement sophistiquées, telles que les flashballs, qui savent où ils tirent, tirer à tir précis dans la tête, faisant des blessés extrêmement graves. Ça n'est pas l'œuvre de quelques policiers avinés qui manieraient mal les armes qu'ils ont dans les mains. C'est l'œuvre de consignes politiques qui manifestement leur ont été données pour tenter d'insuffler la peur, pour tenter de décourager, pour tenter d'éloigner des centres de manifestation et de protestation. Et puis enfin, c'est les dernières déclarations que nous avons tous en mémoire. Philippe, le Premier ministre, qui annonce qu'il va falloir pointer au commissariat, que tout manifestant sera traité comme un hooligan et que nous allons vers des interdictions de manifestation. Il utilise à plein d'ailleurs le système mis en place par Hollande à l'époque, qui était celui de l'état d'urgence, avec toutes les capacités qu'il révèle. Je vous rappelle qu'à l'époque, pour la COP21, nous avions les uns et les autres expliqué sur l'état d'urgence qu'il s'agissait d'un arsenal non pas antiterroriste, mais d'abord et avant tout d'un arsenal antisocial. Eh bien, cela se révèle complètement. L'héritier de Hollande, qu'est Macron, est en train actuellement de mettre à jour l'ensemble de cette cohérence. Alors, je pense que le deuxième point, à partir de ce contexte général, le deuxième point qu'il faut dégager, c'est la réalité du peuple de France qui se manifeste. Je pense que c'est extrêmement important, parce que des villes et des campagnes, on voit ressurgir le nom à Maastricht de 92, on voit ressurgir le nom bafoué et dénié de 2005 au référendum constitutionnel. On voit ressurgir le peuple, qui est le peuple méprisé, qui est le peuple bafoué, qui est le peuple rejeté, qui se rappelle au bon souvenir de cette oligarchie qui s'en met plein les poches et qui vit sur le dos du peuple. Et c'est ce peuple qui aujourd'hui, dans toute la France, est en train de manifester et est en train de se mobiliser. À ceux qui voient une trop grande diversité dans ces manifestations, dans ces ronds-points et dans ces mobilisations, je pense qu'il faudrait rappeler qu'il est une erreur profonde dans tout mouvement pré-révolutionnaire ou révolutionnaire de vouloir trier les bons des méchants, les bons des mauvais. Dans les mobilisations, il y a toujours de tout. Il y a des gens plus ou moins sympathiques, mais en attendant, il y a des gens qui tous sont suscités par le même mouvement, par la même volonté, qui est celle de reprendre leurs affaires en main, qui est celle d'être souverains sur leur propre destinée, qui est celle de faire prévaloir leurs impératifs de justice sociale, et c'est évidemment cela qui compte. Je ne développerai pas sur les questions de clivage droite-gauche, Denis y reviendra largement, mais je voudrais quand même dire que, à ceux qui disent qu'il y a des gens de droite sur les barrages et que c'est pas bien d'être avec eux, je voudrais leur demander s'il vaut mieux être avec les responsables syndicaux, qui auraient dû apporter leur protection aux Gilets jaunes dès le premier jour, en étant avec leurs banderoles et leurs ballons dans les manifestations, sur les Champs-Élysées, alors qu'ils en étaient absents. Moi, personnellement, j'ai été sur les Champs-Élysées et en province sur des barrages, avec des gens qui n'ont pas voté comme moi, qui ne pensent peut-être pas sur un certain nombre de choses comme moi, mais avec qui je me sens beaucoup plus proche, sur le fond et sur la mobilisation sociale qui est engagée, que ceux dont nous parlons. Le troisième point, à mon avis, c'est une profonde incompréhension exprimée par le monde qu'il nous faut discuter. Vous savez qu'il y a eu un sondage de Célipov. Ce sondage, Le Monde le résume en disant, c'est pas Le Monde d'ailleurs, c'est le Figaro je crois, le résume en disant, enfin peu importe qui, c'est un de ces grands journaux qui nous donne la ligne tous les jours, qui expliquait en gros que les Français étaient profondément démoralisés et ne savaient plus en gros vers quel sens se vouer, à quel sens se vouer, vers qui se tourner. Eh bien voyez-vous, je pense que lorsque l'on regarde ce sondage sur le fond, et bon, les sondages, c'est vrai qu'en général, on a tendance à ne pas les prendre pour pain absolu. Mais disons que parfois, ils ne disent pas que des bêtises. Eh bien, lorsque l'on regarde ce sondage sur le fond, on voit que contrairement au pessimisme des Français, il y a en réalité une profonde radicalisation politique du peuple qui s'exprime. On entend dire qu'il y a une défiance absolue vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis du régime. On entend dire qu'il y a une confiance totale dans son voisin. Et ça, je pense qu'il faut bien le mesurer. Dans le cadre idéologique qui prône l'individualisme absolu et qui veut que les plus faibles s'opposent aux plus faibles qu'eux, eh bien on se rend compte que ce sondage dit très exactement le contraire. Dans les semaines qui se sont écoulées, ce sont des sentiments de solidarité, de sympathie et d'action commune avec son voisin qui sont clairement exprimés. Il y a un intérêt réaffirmé pour la politique. Il y a, pour faire changer les choses, une confiance dans la manifestation et dans les grèves, disent les sondés. Et il y a parmi ceux-là des gens qui disent qu'ils n'avaient jamais manifesté avant le mouvement des Gilets jaunes, qui n'avaient jamais fait grève de leur vie, qui pourtant aujourd'hui expriment cette volonté, expriment cette nécessité. En fait, il y a un sol idéologique du pouvoir qui est incarné par Macron et par l'Union européenne, qui sont largement remis en question et de façon consciente. Enfin, j'en termine, je pense que sur le contenu réel du mouvement des Gilets jaunes, ça pose un défi pour l'avenir. C'est celui du pouvoir d'achat, c'est celui des services publics, c'est celui de la répartition des richesses,
c'est celui d'une autre organisation sociale et politique. Et voyez-vous, je pense que le cœur de ce mouvement, c'est bien évidemment ce que nous avons voulu mettre en exergue dans l'appel que nous avons lancé pour cette réunion, c'est la question de la justice sociale. C'est ça le cœur du mouvement. On a voulu nous bassiner avec le gasoil et puis ces gens grossiers qui jettent leurs mégots, si possible paquet maïs par la fenêtre en roulant en diesel. Vous vous rappelez, ça c'était les premières réactions pour décrier le mouvement des Gilets jaunes. On a voulu nous expliquer cela. En réalité, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit d'un profond mouvement social qui incarne la volonté à la justice sociale. C'est pourquoi d'ailleurs, la question sur les uns et les autres qui sont dans les manifestations est une question qui ne se pose pas dans ces termes. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a des choses, je pense, qu'il faut expliquer. Lorsqu'on nous dit qu'il y a le Front National dans les manifestations, oui, il y a des gens de partout dans les manifestations, animés par la même volonté, incarnée dans la lutte des classes. Mais regardez bien, est-ce que ces gens sont en phase avec ceux pour qui ils ont voté ou est-ce qu'au contraire ils sont trahis par eux? Il faut dire les choses clairement. Par exemple, une des revendications, c'est l'augmentation du SMIC. Eh bien, Madame Le Pen, elle, est en accord total avec l'Union européenne, avec Macron, dans les propositions qu'elle met en avant. Puisqu'elle ne propose rien d'autre de prendre sur le salaire différé pour augmenter la feuille de paye, ce qui concrètement veut dire vous prendre dans la poche gauche pour mettre dans la poche droite, mais rien augmenter du tout. Et, comme corollaire, liquider les services publics, liquider la santé, liquider la sécurité sociale auquel nous sommes tous attachés, attachement qu'incarnent les Gilets jaunes en diminuant précisément ce qui permet de les financer. Donc vous voyez bien que si l'on explique les choses, à mon sens, c'est assez simple. Bref, pour en conclure vraiment, je crois que la question qui est posée, c'est bien la question de la souveraineté sur laquelle nous appelons cette réunion. La souveraineté nationale, la souveraineté populaire, parce que, voyez-vous, toutes les revendications sociales mises en avant par les Gilets jaunes, toutes leurs motivations trouvent aujourd'hui comme principal obstacle la politique de Macron qui n'est rien d'autre que l'homme de l'Union européenne qui fait passer la politique de l'Union européenne dans la vie. Toutes ces revendications sont contradictoires avec les directives, sont contradictoires avec l'Union européenne elle-même. Et c'est la raison pour laquelle la question de la souveraineté, la question de la reprise en main de nos propres affaires, la question de la souveraineté et de la nation sont les questions politiques qui, à mon sens, sont essentielles pour être à même d'apporter un minimum de réponses aux questions qui sont posées par ce mouvement massif auquel nous appartenons tous, que nous soutenons tous et dont nous voulons tous la victoire, qui est le mouvement des Gilets jaunes. J'en ai terminé. Juste un petit mot sur une question qui a déjà été abordée par Jacques. Vous avez peut-être vu sur le site du Figaro, cette réunion est annoncée en disant que c'est une réunion des souverainistes de gauche, ex de Mélenchon, pour faire un nouveau parti. Bon, voilà, la journaliste du Figaro est maîtresse de ses mots, hein, il n'y a pas de ministère de la vérité ici, donc libre à elle d'interpréter ça comme ça. Ex de Mélenchon, je suis pas sûr que la majorité ici en soit, puis même si on était, ça change rien, et puis, je sais pas trop ce que ça voulait dire, ex de chez Mélenchon. Moi, je connais Mélenchon depuis une demi-éternité au moins. Et puis, souverainiste de gauche. Alors là, c'est plus embêtant. Qu'est-ce que ça veut dire, droite-gauche? Bon, pas grand-chose. Parce qu'au fond, le gouvernement actuel est un gouvernement de gauche. Il faut dire les choses comme elles sont. Sa structure, sa colonne vertébrale vient du Parti socialiste. Il a été biberonné, le petit Macron, par les élites intellectuelles de la gauche libérale qui formaient une aile du Parti socialiste. Il faut être nuancé, ce n'est pas tous comme ça. Mais bref, donc ça vient de là. Et si on prend les principaux indicateurs de ce qui est devenu la gauche, c'est un gouvernement de gauche, puisqu'il est progressiste, il ne cesse de le répéter. Donc pour être de gauche, il faut être progressiste. Il est progressiste sur le plan sociétal. Hein? Voilà. Et puis, il est largement ouvert sur le monde. Il n'est pas dans ceux qui sont renfermés, moisis, racornis dans cette vieille France dont il faudrait se débarrasser. Donc voilà, c'est un gouvernement de gauche. Voilà. N'accusons pas Macron de tous les péchés, car ça fait 30 ans au moins que ça dure. Hein? On peut dire que, allez, s'il faut une date, 1983, ça a été le grand tournant, hein, qui a ouvert la nouvelle gauche, celle de Bernard Tapie, celle de Vive la crise, et celle de la soumission aux impératifs européens. C'est ça qui s'est joué à cette époque-là. Est-ce que, oui ou non, on restait dans le cadre de la construction européenne telle qu'il avait été choisi? Et la question, elle s'est posée comme ça. Et finalement, ça a été tranché d'un côté,
On abandonne la politique qui était soutenue par un certain nombre de dirigeants de l'époque, de réindustrialisation, la politique de planification, etc. La politique qui faisait de la gestion de la monnaie une arme politique aussi. On l'abandonne au profit de la construction de l'Union européenne. Et puis on a eu le marché unique quelques années après, et puis on a eu Maastricht. Maastricht, dont les critères ont été fixés, pas par les Allemands, il faut arrêter d'attaquer les Allemands à tort et à travers, ils ont été fixés par Mitterrand lui-même. Les 3%, c'est Mitterrand qui l'a inventé ça. Il a sorti ça de son chapeau, hein. Et de l'or, évidemment. Oui. Oh. Enfin, le chef, c'était lui, hein. Donc, faut pas accuser les ministres. C'est le chef qui est en cause. Voilà, c'est ça. Et je crois que il est inutile de continuer de polémiquer sur qui est à droite, qui est à gauche. Comme l'a dit Jacques, on s'est retrouvé avec des gens qui avaient sûrement voté bien plus à droite que nous, si on garde la vieille géographie, et dont on se sent finalement beaucoup plus proche que bien des gens de gauche qui, aujourd'hui, appellent à en finir avec ce mouvement. Hein, quand on a un peu de mémoire historique, d'ailleurs tout ça, ça nous rappelle d'autres choses. Si vous regardez comment ont réagi les intellectuels, par exemple, dans leur grande masse, allez, 90%, c'est la même chose que les écrivains, y compris de gauche, face à la Commune de Paris. Que disait Georges Sand contre la Commune de Paris? Ils étaient tous pour qu'on en finisse avec la canaille. Tous. C'est insupportable. Et c'est la même chose aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est la canaille, et bien j'en suis. Comme disaient les chansons. Voilà. De gauche, la chanson. Bon, voilà. Donc le problème n'est pas qu'on est souverainiste de gauche contre des souverainistes de droite. Je crois que ce que nous cherchons à rassembler, pas pour un nouveau parti, parce qu'on n'a pas du tout cette prétention, mais peut-être simplement à permettre que se rencontrent des gens qui agissent chacun dans leur coin pour l'instant, qui forment une sorte de collectif, eh bien ça sera les souverainistes, pas de droite, pas de gauche, les souverainistes d'en bas, contre les mondialistes d'en haut. Voilà. C'est juste pour te demander, le texte que tu proposes à la fin de ce temps de travail, c'est un texte définitif ou c'est un texte martyr? Non, non, c'est un texte martyr et Ok, d'accord. qui peut tout à fait, je dirais, être amendé ici et tout. Bon, je veux dire, après c'est la vie qui règle ça. Moi, je n'impose rien. Hein. Il n'est pas déjà écrit. C'est un peu embêtant qu'ils soient déjà prêts. Comment? C'est un peu embêtant qu'ils soient déjà prêts. Non, mais attendez, on va discuter, on peut le jeter. Le problème, c'est qu'on essaie quand même de faire en sorte que les choses avancent un peu. Maintenant, si ce sera une base de discussion, ce texte, c'est rien d'autre. C'est rien imposé à personne. Il faut quand même qu'on sache à peu près de quoi on parle pour avancer. Parce que si on se met à 150 autour d'une table pour essayer de régir un truc, ça va être compliqué. Je propose qu'on prenne le premier tour d'inscription. Allons-y. Vos prénoms, s'il vous plaît. Laurent. Laurent. Patrice. Patrice. Samuel. Samuel. Laurent. Pardon. Laurent de Laurent. Bar. H. Laurent Bar. Vas-y. Denis. Ouais. Denis. Michel. Michel. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Georges. Éric. Éric. Daniel. À côté de Daniel. Marie-Françoise. Marie-Françoise. Bien. C'est bien. Les amis, je ne vais interdire la parole à personne, mais là on a une bonne liste. Est-ce que d'autres désirent s'inscrire? Nous sommes 2, 4, 6, 8, 10, 11. D'accord? Jusqu'à 16h15, ça fait 1h30 divisé par 1h30 divisé par 11. Exact. Voilà. Exact. Donc, ça fait 90 par 11. On va dire en gros, allez, on dit 7 minutes. Voilà. C'est bien, c'est bien. 7 minutes par intervention. Je me permettrai. Il vaut mieux un deuxième tour. Ouais, c'est vrai. Alors on peut dire. Et un deuxième tour. D'accord. Donc on peut décider 5 minutes par intervention. Et ensuite ça permet de remettre le couvert si on le désire. Ça marche comme ça? Comment? Non, mais que dans le deuxième tour. Bien sûr. Donc on fait 5 minutes sur ce premier tour. Ensuite, chacun écoute ce qui se dit, veut intervenir dessus, intervient. Et ça roule comme ça. Ça marche? Ouais.
On y va, Laurent. Bonjour tout le monde. Donc je vais commencer déjà par me présenter. Donc, ce qui a été dit avant me convient très très bien. Donc voilà, moi je m'appelle Laurent Bras, je suis syndicaliste et je suis tout récemment démissionnaire des Patriotes. J'étais référent du référent départemental du 41. Donc voilà, je vous explique un petit peu assez rapidement mon positionnement. J'ai toujours été, je dirais, dans le mouvement social. Le fait que ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis militant syndical. Donc ma profession, il y a une erreur qui a été, je ne suis pas enseignant, mais je suis informaticien dans la fonction publique. Enfin, je suis fonctionnaire. Voilà, moi ce qui m'intéresse profondément à l'heure actuelle, c'est le rassemblement, et j'ai toujours œuvré dans ce sens-là, le rassemblement de tous les souverainistes, qu'ils soient à gauche, qu'ils soient à droite, peu importe où ils se situent. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une urgence absolue, c'est-à-dire qu'on a face à nous un gouvernement néolibéral dirigé par Macron et son gouvernement, qui sont d'une inspiration directement faite par l'Union européenne, parce qu'en fait c'est une déclinaison directe. C'est-à-dire qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que l'élection présidentielle de 2017, je dirais que globalement depuis des années, parce que l'ennemi en fait c'est le néolibéralisme qui est en œuvre en France et dans l'Union européenne un petit peu partout, et ce néolibéralisme avant il s'exprimait par des hommes politiques, et le système en 2017, voyant que les hommes politiques n'arrivent même plus à incarner cette politique et à la mettre en œuvre, ils ont décidé de prendre directement un agent, leur propre agent, c'est Macron. C'est-à-dire c'est effectivement Macron, on peut dire que c'est l'enfant de Hollande, mais c'est avant tout, je dirais, l'agent direct du système, de la mondialisation, de la finance internationale pour s'exprimer à l'heure actuelle en France. Donc ça, c'est vraiment l'ennemi qu'il faut vraiment combattre, et la seule solution qu'on a, donc effectivement, moi dans le positionnement gauche-droite, moi ça ne me va plus du tout, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans un combat où on a d'un côté les souverainistes, c'est-à-dire les défenseurs de l'État-nation, et dans le mouvement social et le modèle social français, il ne peut s'exprimer et il peut arriver qu'à gagner que dans le cadre d'un État-nation. Il n'y a pas d'autre solution. Et face à ça, qu'est-ce qu'on a? On a le mondialisme débridé, le néolibéralisme, je dirais l'alliance objective. Moi, je remonterais même avant 83, l'alliance objective des libéraux et des libertaires. C'est ça qui est en œuvre à l'heure actuelle en France. Il faut bien le mesurer, il faut bien le mesurer. Et si on ne réagit pas par rapport à ça, demain, on sera tous anéantis. Nous et nos enfants. Il n'y aura plus rien. Je veux dire, demain, la France, en tant que ce qu'elle représente à l'heure actuelle, excusez-moi, c'est un petit peu décousu ce que je dis, mais en tant que ce qu'elle représente par rapport à toute son histoire, 1789, les grèves ouvrières, les révolutions du 19e siècle, 1848, la Commune de Paris, 1936, le Front populaire, les grèves de 1968 et avant le CNR, etc., tout ça, c'est anéanti. C'est-à-dire leur volonté absolue, c'est d'anéantir tout ça et de détruire la France dans le sens nation, république, sociale, populaire. C'est ça qu'ils veulent. Donc face à ça, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, on s'associe et qu'on puisse se parler. Et moi, effectivement, je suis là tout à fait d'accord. Dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y ait des gens qui aient voté Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, UPR, etc. et tout, je dirais qu'à la limite, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est quand on regarde l'élection présidentielle de 2017, qui est une élection ratée, et cette élection ratée, à mon avis, elle a produit le mouvement des Gilets jaunes, on s'aperçoit que cette France, en fait, cette vraie France, la France des terroirs, la France opprimée, la France oppressée, cette France-là, elle est majoritaire en France. Sauf qu'elle est totalement désunie. C'est-à-dire que d'un côté, elle est à gauche, de l'autre côté, elle est à droite, de l'autre côté, il y a des gens qui se reconnaissent nulle part, et il y a vraiment une urgence absolue à rassembler toutes ces personnes-là. C'est ça l'objectif, il n'y en a pas d'autre. Voilà, merci. Bonjour à tous, Patrice Vianney. Moi je suis syndicaliste enseignant, militant et militant communiste, même si je n'appartiens plus au grand parti des travailleurs. Je l'ai déjà indiqué hier en débattant gentiment avec Jacques sur sa page Facebook, je suis plus circonspect par ce que vient de dire Denis. L'alliance des souverainistes de base contre les élites mondialisées en haut, moi, ce n'est pas une définition suffisamment précise. Je connais le mouvement ouvrier, tu as cité à juste titre la Commune, tu as cité La Canaille, chanson que j'ai moi aussi plaisir à entonner, le mouvement des Gilets jaunes que je défends sans aucune difficulté, mais par contre, je ne suis pas pour l'alliance avec n'importe qui et sur n'importe quoi. Donc, pour ma part, si je combats ce gouvernement, que je ne considère pas de gauche, moi c'est un gouvernement de droite,
Et la politique qui est menée, c'est une politique à la Thatcher, et on ne peut pas dire que Thatcher était une militante progressiste et de gauche. Les ouvriers, les mineurs anglais s'en souviennent toujours. Donc pour ma part, je défends toujours l'alliance du drapeau rouge et du drapeau tricolore. Je défends toujours l'histoire du mouvement ouvrier et les barricades. Je considère, comme le dit la célèbre phrase, qu'il n'y a que deux côtés dans les barricades et que à un moment, eh bien, je pense qu'en chantant l'Internationale, la canaille et tout un tas de chants, quelqu'un pour s'amuser, chantait tout à l'heure à Ça ira, eh bien, ça, ce sont les chants des travailleurs, ce sont les chants du peuple, et c'est sur cette base-là qu'on doit s'opposer fermement, farouchement, à l'Union européenne. Et pour ma part, je suis pour l'Europe des peuples et contre l'Europe du capital. Je ne suis évidemment pas un no-border et je ne suis pas pour une immigration débridée, et tout d'ailleurs comme les Gilets jaunes, qui ont écrit qu'ils souhaitaient un accueil digne et correct des travailleurs sans papier qui venaient en France. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, c'est là-dessus que je me retrouve, là-dessus que je suis prêt à m'engager, pas avec n'importe qui, et je ne suis évidemment pas pour aller à la soupe avec la direction des Patriotes ou je ne sais quelle organisation d'extrême droite avec laquelle je n'ai strictement rien de commun et avec laquelle je ne suis en aucun cas frayé. Et je conclus, merci, je conclus en disant qu'en 2005, quand je me suis battu pour le non au référendum, je ne suis pas allé faire des tribunes communes avec le Front National ou d'autres militants d'extrême droite qui menaient aussi une campagne contre le non. Ils avaient leurs arguments, moi j'avais les miens, et c'est sur ces bases-là qu'on a gagné, car c'est le non de gauche d'ailleurs, le non populaire, qui a réussi à amener la victoire au référendum en 2005. Alors, je me porte en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout dépend, à mon sens, dans quel paradigme on se situe pour le mouvement dont il s'agit ici. Est-ce que c'est la gauche des ouvriers contre la droite et des petits patrons mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, gauche-droite, on ne sait plus très bien ce que c'est et qu'on a pu constater que finalement ces concepts de gauche amènent surtout à opposer les mouvements et finalement à diviser les camps. Moi, il me semble donc que le peuple, voilà, soit on considère qu'aujourd'hui c'est les ouvriers contre les PME et contre les commerçants, ou est-ce que c'est la nation, est-ce que c'est pas plutôt la nation, les ouvriers et les patrons contre le capital mondialisé? Quelle visée on prend? Donc moi personnellement, je vais quand même me présenter. Donc Samuel, je suis adhérent de l'UPR. Pardon. Voilà, donc c'est de là du coup je parle, et j'ai jamais vraiment trop voté, je viens plutôt du milieu de la gauche, hein. Moi j'étais un peu biberonné à la gauche, et c'est vrai que je n'ai jamais trop voulu voter jusque-là, et je me suis engagé à l'UPR parce que justement il m'a semblé que ce rassemblement-là des patriotes avait un sens. Voilà. Alors, la question en fait à laquelle je viens, c'est celle que je vous soumets, c'est finalement quelle colonne vertébrale à ce mouvement finalement qui se propose dans le cadre de la lutte des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on donne comme colonne vertébrale? Moi, il m'a semblé entendre, d'ailleurs dans l'argumentaire, j'ai relevé un passage, donc je vais le lire, il est court. La lutte intransigeante contre le carcan de l'UE. Ce combat nécessite une lutte intransigeante contre le carcan de l'UE. Voilà, donc le centre névralgique de ce mouvement, là où ça peut fédérer les gens, il me semble, qui sont réunis ici, c'est comment on redevient souverain. Est-ce qu'on peut redevenir souverain à moitié? Est-ce qu'on peut être un petit peu dans l'Union européenne mais un petit peu souverain? Moi, il me semble que non. C'est Marie-France Garot qui proposait ça il y a quelques années. C'est pas comme une tarte, on ne prend pas une petite part de souveraineté. Donc, est-ce qu'on est souverain ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et donc, si on est souverain, ça implique de revenir à la nation. Une république, c'est-à-dire qui peut décider de sa monnaie, qui peut décider de ses lois, et aujourd'hui c'est pas le cas. 80% des lois aujourd'hui sont soumises par Bruxelles. Donc si on en sort,
comment? Et comment pratiquement, juridiquement, qu'est-ce qu'on propose? Parce que parmi les intervenants, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas la même vision. Retrouver sa souveraineté, pour moi, ça ne peut être autrement que par la sortie unilatérale de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, moi, ça me paraît la colonne vertébrale de ce mouvement et le seul mouvement souverain, c'est-à-dire de libération nationale et pas souverainiste, qui puisse, voilà. Donc c'est ma dernière minute. J'en ai un petit peu fini parce que, en gros, plan A, plan B, tout ça, c'est flou, c'est pas clair. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de l'Union européenne, c'est ce qu'on sont en train d'appliquer aujourd'hui les Britanniques, avec le Brexit, et ça marche, et l'économie va bien, malgré tout ce qu'on peut dire. Renseignez-vous, je vous assure que... voilà. Après, la question c'est, est-ce qu'on veut devenir souverain? Et à ce moment-là, on assume les conséquences. Oui, il y a un prix à payer pour devenir souverain, et parfois, ça peut s'accompagner de remous. Mais est-ce qu'on veut être là, bien au chaud, bien au confort, dans son petit confort tiède parce qu'on a peur finalement des remous, mais est-ce qu'on peut se dire révolutionnaire comme monsieur quand on a peur de s'affronter à des mouvements économiques un peu, voilà, un peu tendus. J'en ai fini, j'ai épuisé ma minute, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, puis je lance ce point-là à la discussion. Bonjour, je vais prolonger ce qui a été dit là et le mettre un petit peu en perspective, parce qu'il se trouve que moi je suis historien, chacun a ses défauts, mais je pense qu'il va falloir réintroduire quelques notions effectivement de mise en perspective historique, voire macro-historique, mais également théorique. 5 minutes. Oui, j'ai 5 minutes. Je savais pouvoir te dire. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Pardon? C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Laurent Henninger, avec un H. Voilà. Je suis enchanté, je vous en... Merci. Si on peut me permettre de faire une comparaison, je pense qu'on est en 1848. Pourquoi 1848? Parce que c'est l'année de naissance du mouvement ouvrier. Et l'année où le mouvement ouvrier au niveau mondial commence à se séparer du mouvement républicain bourgeois issu de 89. Pourquoi on est aujourd'hui en 1848, entre guillemets bien sûr? C'est parce que je pense que la séquence macro-historique mondiale qui a été ouverte en 1848 est en train de s'achever. Et c'est une autre séquence qui commence. Le mouvement ouvrier, oui. Mais le problème de ce mouvement ouvrier né en 1848, c'est qu'il n'a jamais véritablement effectué son divorce d'avec la bourgeoisie. La preuve, comme Marx déjà l'avait dit, mais comme Michéa l'a rappelé il y a quelques années, le problème de ce mouvement ouvrier, c'est qu'il a été capté, je dirais même macroté, par un mouvement bourgeois, qui s'appelait et qui s'appelle toujours la gauche. Par conséquent, la gauche, pour moi, c'est un ennemi. Et je précise par ailleurs que je suis spécialiste d'histoire militaire au départ, et que pour moi le terme d'ennemi est un mot qui a un sens lourd. Bref, la gauche pour moi c'est un ennemi, au même titre que la droite. Je tiens tout de suite à rassurer les sectaires, mais au même titre que la droite. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, une des tâches qui va s'imposer pour la période historique qui s'ouvre, non seulement en France mais dans le monde, c'est d'achever de tuer et de se débarrasser de la gauche. Et de toute idée de gauche. Et de tout ce qui a fondé l'idéologie de la gauche. J'ai pas dit les idées. J'ai pas dit les idées, j'ai dit l'idéologie de la gauche. Cette gauche bourgeoise, qui avait des choses à dire en 1880-1890, des choses positives et progressistes à dire à l'époque où elle a capté, où elle a confisqué le mouvement ouvrier. Mais aujourd'hui, elle est devenue profondément réactionnaire, parce que toute
les revendications sociétales que cette gauche avance depuis bien avant 83 d'ailleurs, puisque ça commence dans les années 60. Toutes ces revendications sociétales sur l'immigration, sur la sexualité, sur les femmes, sur les homosexuels, sur ceci, sur cela, sont des revendications complètement, pour la plupart d'entre elles, ensuite on pourrait détailler, sont des revendications complètement réactionnaires. Complètement réactionnaires. Par conséquent, il va falloir réfléchir, il va falloir mener un véritable travail théorique, un domaine qui a été complètement abandonné depuis 30 ans. Et c'est à ça que j'appelle, oui, j'ai bien vu, pour refonder quelque chose d'entièrement nouveau. Ça ne va pas être facile. Il va falloir se débarrasser de réflexes, notamment de réflexes d'ordre cognitif. Et je tiens bien à préciser, parce que je sens déjà que des attaques vont arriver, je tiens bien à préciser qu'on va me dire « Ah oui, mais les gens qui ont proposé une troisième force, on a déjà connu ça. Autrefois, ils s'appelaient les fascistes. » Bien évidemment. Je précise que ça n'est pas du tout mon objectif, ni ouvertement, ni même dans mes arrière-pensées. Je rejette tout autant la droite que la gauche, qui sont pour moi les deux faces du système libéral bourgeois. Il faut créer quelque chose d'entièrement nouveau. Et il ne s'agit pas de faire des alliances avec le Front National ou avec je ne sais qui. Il ne s'agit pas de faire des alliances d'appareils, puisqu'il y a des gens, manifestement, mais ça doit faire partie de leur culture, qui ne pensent qu'en termes d'alliance d'appareils. Sous-entendu d'appareils bureaucratiques, n'est-ce pas? Moi, les alliances d'appareils bureaucratiques ne m'intéressent pas. Même si elles ont beaucoup intéressé, elles ont même été dans l'ADN de la place du colonel Fabien. Bref. Il ne s'agit pas d'alliance, mais il s'agit de refuser le sectarisme. Et de prendre des idées pour créer quelque chose d'entièrement nouveau qui permettra de dépasser, et j'insiste bien sur le verbe dépasser, la gauche et la droite, qui sont des cadavres et qui ne peuvent que nous amener à l'échec. On n'est pas là pour reconstruire une nouvelle gauche idéale. C'est mon point de vue. Merci.